Chapitre 2. Transformez votre narcissisme en empathie. La loi du narcissisme. De façon innée, nous possédons tous l'outil le plus remarquable pour nous relier aux autres et obtenir un pouvoir social, l'empathie. Si nous la cultivons et l'utilisons correctement, elle peut nous permettre de nous mettre dans la peau des autres et par conséquent, d'anticiper leurs actions et de baisser leur niveau de résistance. Toutefois, cet instrument est émoussé par notre égocentrisme habituel. Nous sommes tous narcissiques, certains plus que d'autres. Notre mission dans la vie est d'accepter ce narcissisme et d'apprendre à orienter notre sensibilité vers l'extérieur, vers les autres, plutôt que vers l'intérieur. En même temps, nous devons apprendre à identifier les narcissiques toxiques qui se cachent parmi nous avant d'être entraînés dans leur propre théâtre personnel et empoisonnés par leurs sentiments d'envie. L'échelle narcissique. Dès notre naissance, nous les humains réclamons un besoin d'attention illimité. Nous sommes par essence des animaux sociaux. Notre survie et notre bonheur dépendent des liens que nous tissons avec les autres. Si ces derniers ne font pas attention à nous, nous ne pouvons pas nous relier à eux à quelque niveau que ce soit. Une partie de ce besoin est purement physique. Nous avons besoin d'être regardés pour nous sentir vivants. Comme en témoignent celles et ceux qui ont traversé de longues périodes d'isolement sans contact visuel, nous commençons à douter de notre existence et à entrer en dépression profonde. Mais l'autre partie de ce besoin est psychologique. À travers la qualité de l'attention que nous recevons, nous nous sentons reconnus et appréciés pour ce que nous sommes. Notre estime de nous-mêmes en dépend. C'est d'une importance capitale pour l'animal humain que nous sommes. Par conséquent, nous sommes prêts à tout, ou presque, pour attirer l'attention, y compris à commettre un crime ou à faire une tentative de suicide. Regardez ce qui se cache derrière les actions des êtres humains. Toutes ou presque sont motivées par ce besoin fondamental. Cependant, nos tentatives pour satisfaire notre soif d'attention se heurtent à un problème inévitable. L'attention dont nous pouvons bénéficier est naturellement limitée. Dans notre famille, nous sommes en concurrence avec nos frères et sœurs. À l'école, avec nos camarades de classe. Au travail, avec nos collègues. Les moments où nous nous sentons reconnus et appréciés sont fugaces. Les gens qui ont leurs propres problèmes à régler peuvent être largement indifférents à notre sort. Et certains d'entre eux nous sont même carrément hostiles et nous manquent totalement de respect. Comment gérer tout cela quand nous nous sentons psychologiquement seuls, voire abandonnés? Certes, nous pouvons redoubler d'efforts pour nous faire remarquer, mais nous risquons d'épuiser notre énergie et souvent d'obtenir l'effet inverse à celui recherché. En effet, rechercher désespérément l'attention des autres a plutôt une action répulsive. Autrement dit, nous ne pouvons tout simplement pas compter sur les autres pour nous donner constamment la validation dont nous avons terriblement besoin. Face à cette difficulté que nous traînons depuis la petite enfance, nous sommes nombreux à avoir mis en place une solution qui fonctionne assez bien. Nous nous créons un moi, une image de nous-mêmes qui nous réconforte et nous permet de nous sentir validés de l'intérieur. Ce moi est composé de nos goûts, de nos opinions, de notre vision du monde, de nos valeurs. En nous construisant cette image de nous-mêmes, nous avons tendance à accentuer nos qualités positives et à trouver des explications convaincantes à nos défauts. Nous ne pouvons pas aller trop loin non plus, car si notre image de nous-mêmes est trop déconnectée de la réalité, les autres vont pointer du doigt ce décalage, ce qui nous amènera à douter de nous-mêmes. Mais si nous faisons les choses correctement, dans une juste mesure, nous bénéficions d'un moi à aimer et à chérir. Notre énergie se tourne vers l'intérieur. Nous devenons le centre de notre propre attention. Résultat, lorsque nous vivons ces moments inévitables de solitude ou de manque de reconnaissance, nous pouvons trouver refuge dans ce moi pour nous apaiser. Dans les périodes de doute et de déprime, notre narcissisme nous remonte le moral, nous donne l'impression que nous valons quelque chose et peut même nous donner un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Notre image de nous-mêmes fonctionne comme un thermostat, nous permettant de réguler nos doutes et nos insécurités intérieures. Nous ne sommes plus totalement dépendants de l'attention et de la reconnaissance des autres.
Nous gagnons en estime personnelle. Cette idée peut paraître étrange. En général, nous considérons l'estime de nous-mêmes comme allant de soi, la jugeant aussi naturelle que l'air que nous respirons. À vrai dire, elle opère à un niveau largement inconscient. Nous ne voyons ni ne sentons ce thermostat lorsqu'il fonctionne. Le meilleur moyen de visualiser cette dynamique est d'étudier les personnes qui ne possèdent pas un moi solide et cohérent, et que nous appellerons les grands narcissiques. Le moment clé de la construction du moi, d'un sentiment d'identité durable et aimable, se situe entre l'âge de 2 et 5 ans. En nous séparant peu à peu de notre mère, nous nous retrouvons face à un monde qui ne nous apporte pas de gratification immédiate. Nous prenons également conscience de notre solitude et malgré tout de notre dépendance à nos parents pour survivre. Comment y répondre? En nous identifiant aux aspects les plus positifs de nos parents, leur force, leur capacité à nous apaiser, et en les intégrant en nous. Si papa et maman nous encouragent dans nos premiers efforts d'indépendance, s'ils valident notre besoin de nous sentir forts et reconnaissent nos qualités uniques, alors notre image de nous-mêmes s'enracine et nous pouvons lentement nous construire à partir de cette base solide. Les grands narcissiques ont une faille énorme dans ce développement, c'est pourquoi ils ne peuvent jamais vraiment se construire un sentiment d'eux-mêmes cohérent et réaliste. Les mères ou les pères des grands narcissiques peuvent être eux-mêmes de grands narcissiques, trop égocentriques pour reconnaître leur enfant et encourager ses premières tentatives d'émancipation. Ou au contraire, être de véritables pieuvres, des parents surinvestis dans la vie de leur enfant qui l'étouffent de leur attention, l'isolent des autres et vivent à travers lui. À travers ses progrès, ils trouvent le moyen de valider leur propre estime personnelle. Il ne lui laisse pas la place de construire son propre sentiment d'identité. Dans l'histoire de tous les grands narcissiques, ou presque, on retrouve soit de l'abandon, soit de la dévoration. Résultat, ces individus n'ont pas de moi solide dans lequel aller se réfugier, pas de fondation pour développer leur estime d'eux-mêmes. Ils sont totalement dépendants de l'attention des autres pour se sentir vivants et valables. Dans l'enfance, si ces narcissiques sont extravertis, ils sont capables de fonctionner assez bien, voire de s'épanouir. Ils deviennent maîtres dans l'art d'attirer et de monopoliser l'attention. Ils peuvent apparaître vifs et captivants. Leur entourage peut voir dans leur qualité le signe d'une future réussite sociale. Mais sous la surface, ces enfants sont en train de devenir dangereusement accros à ces shoots d'attention pour se sentir entiers et dignes de valeur. S'ils sont introvertis, ils vont se réfugier dans l'imaginaire et se construire un moi fictif supérieur aux autres. Puisque cette image d'eux-mêmes, totalement déconnectée de la réalité, ne sera pas validée par les autres, ils auront des moments de doute profond et de dégoût d'eux-mêmes. Ils se voient soit comme des dieux, soit comme des vers de terre. Ne possédant pas de noyau d'identité stable et cohérent, ils peuvent s'imaginer être n'importe qui, changeant de personnalité au gré de leur imagination. Le cauchemar des grands narcissiques se produit généralement entre 20 et 30 ans. Arrivés à cet âge, ils n'ont pas pu développer leur thermostat interne. Les extravertis ont constamment besoin d'attirer l'attention pour se sentir vivants et appréciés. Ils ont le goût du drame et du spectaculaire, se mettent en scène, s'exhibent, se donnent en spectacle et exagèrent le trait, ce qui peut devenir lassant, voire pathétique. Ils doivent sans cesse changer d'amis et de public. Quant aux introvertis, ils plongent encore plus profondément dans leur moi imaginaire. Mal à l'aise en société, mais affichant leur supériorité, ils ont tendance à s'aliéner les autres, ce qui les isole encore davantage. Dans les deux cas, l'alcool, la drogue ou toute autre forme d'addiction peuvent devenir une béquille indispensable pour les apaiser dans leurs moments de doute et de dépression inévitables. Vous pouvez reconnaître les grands narcissiques aux schémas comportementaux suivants. S'ils sont insultés ou contestés, ils n'ont pas de défense, pas d'arme intérieure pour les apaiser ni valider leurs valeurs. Alors ils réagissent avec une violente colère et sont animés d'une soif de vengeance face à ce qu'ils ressentent comme une injustice. C'est le seul moyen qu'ils connaissent pour apaiser leur insécurité intérieure. Dans ce type de bataille, ils vont jouer les victimes, réussissant à semer le trouble dans les esprits, voire à s'attirer la sympathie des autres. Ils sont irritables et hypersensibles. Ils prennent tout, ou presque, personnellement.
Ils peuvent devenir assez parano et s'inventer des ennemis partout. Vous pouvez lire l'impatience ou l'indifférence sur leur visage à chaque fois que vous leur parlez de quelque chose qui ne les concerne pas directement. Ils réorientent alors instantanément la conversation sur eux, racontant une histoire ou une anecdote destinée à masquer leur insécurité sous-jacente. Ils peuvent être sujets à des accès de jalousie s'ils voient d'autres personnes obtenir l'attention qu'ils pensent mériter. Ils manifestent souvent une assurance excessive qui contribue à les mettre sous le feu des projecteurs, dissimulant soigneusement leur vide intérieur, béant, et leur sentiment d'identité fragmenté. Alors, méfiez-vous de cette confiance affichée, purement compensatrice. Concernant leur rapport à autrui, les grands narcissiques ont un mode relationnel inhabituel, difficile à comprendre. Ils ont tendance à considérer les autres comme des prolongements d'eux-mêmes, comme des self-objects, c'est-à-dire des objets au service du moi. Le narcissique se sert de l'autre pour être vu et validé. Il veut le contrôler comme il contrôle sa jambe ou son bras. Dans une relation amoureuse, il va lentement inciter son ou sa partenaire à se couper de ses amis, à ses yeux des rivaux qui lui volent la vedette et le privent de l'attention qu'il est le seul à mériter. Certains grands narcissiques très talentueux réussissent à trouver une forme de soulagement dans leur travail. Ils savent canaliser leur énergie et obtenir l'attention tant désirée grâce à leur réalisation et leur succès, même s'ils restent assez imprévisibles, instables et explosifs. Toutefois, la plupart ont du mal à se concentrer sur leurs tâches. Manquant d'estime personnelle, ils s'inquiètent sans cesse de ce que les autres pensent d'eux. Et en étant trop centrés sur eux-mêmes, ils ont du mal à focaliser longtemps leur attention ailleurs que sur leur petite personne, ainsi qu'à gérer l'impatience et l'anxiété liées au travail. Résultat, ils changent fréquemment d'emploi et de carrière. Incapables de bénéficier d'une reconnaissance véritable à travers leur réalisation, ils dépendent sans cesse du besoin d'attirer artificiellement l'attention. Devoir gérer des personnalités narcissiques peut être particulièrement pénible et frustrant. Sans compter qu'elles peuvent devenir toxiques si nous les approchons de trop près. Elles nous prennent alors dans leur filet, nous racontant leurs malheurs interminables, et savent éveiller en nous un sentiment de culpabilité si nous relâchons notre attention à leur égard. Les relations avec un partenaire narcissique sont insatisfaisantes au possible, car tout doit toujours tourner autour de sa personne. La meilleure solution consiste alors à sortir de sa vie après avoir vu clair dans son jeu. Toutefois, il existe un type narcissique plus dangereux et toxique que les autres en raison du niveau de pouvoir qu'il peut atteindre. Le leader narcissique. Ce type existe depuis longtemps. Dans la Bible, Absalom en était peut-être le premier exemple attesté, mais nous en trouvons d'autres fréquemment cités dans la littérature antique. Alcibiade, Cicéron et l'empereur Néron entre autres. La quasi-totalité des dictateurs et des tyrans tombent dans cette catégorie. En général, ils sont plus ambitieux que les grands narcissiques et peuvent ponctuellement canaliser leur énergie dans le travail. Affichant une belle confiance, ils attirent l'attention et gagnent des adeptes. Ils disent et font des choses que les autres n'osent pas, et leur prétendue sincérité suscite l'admiration. Ils peuvent être visionnaires et par la confiance qui rayonne d'eux, s'entourer de personnes qui les aident à concrétiser leurs idées. De toute façon, ils sont experts dans l'art d'utiliser les autres. S'ils ont du succès, ils mettent en marche une dynamique implacable. De plus en plus de gens sont captivés et leur font confiance, ce qui ne fait que renforcer leur ego. Si quelqu'un ose les contester, ils sont capables d'entrer dans une fureur terrible, car ils sont extrêmement susceptibles. Ils aiment jeter de l'huile sur le feu et provoquer des drames, ce qui leur permet de justifier leur pouvoir. Eux seuls sont capables de résoudre les problèmes qu'ils créent et une fois de plus, cela leur donne l'occasion de faire l'objet de toutes les attentions. Travailler sous leur direction est toujours source d'instabilité. Ils deviennent parfois chefs d'entreprise en raison de leur charisme et de leur capacité à rallier de nombreuses personnes à leur cause. D'autant qu'ils peuvent avoir beaucoup de flair et de créativité. Malheureusement, leur propre instabilité intérieure finit souvent par se refléter dans l'entreprise ou le groupe qu'ils dirigent. Ils sont incapables de développer une structure ou une organisation cohérente. Tout doit passer par eux. Il faut qu'ils contrôlent tout et tout le monde, réduisant les autres à l'état d'objet à leur service.
Ils se font passer pour authentiques et spontanés, alors qu'en réalité, ils ne savent pas se concentrer et créer quelque chose de durable. Ils ont tendance à détruire tout ce qu'ils créent. Imaginons que nous puissions évaluer notre degré d'égocentrisme à l'aide d'une échelle. Tout en bas se situe le degré d'égocentrisme le plus fort et tout en haut, le plus faible. Au-dessous du barreau du milieu, nous trouvons les grands narcissiques. Il leur est très difficile de se hisser au-dessus parce qu'ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Si, à un moment donné, ils parviennent à s'engager avec les autres, il suffit d'un commentaire ou d'une action touchant un point sensible chez eux pour les faire redescendre. Et avec le temps, ils ont tendance à être de plus en plus égocentrés. Les autres sont leur instrument. La réalité n'est que le reflet de leurs besoins et leur seul moyen de survie est l'attention qu'on leur porte. Au-dessus du barreau du milieu, nous trouvons ce que nous pourrions appeler les narcissiques fonctionnels, la plupart d'entre nous. Nous aussi, nous sommes égocentriques. Mais ce qui nous empêche d'être de grands narcissiques, c'est un sentiment d'identité cohérent sur lequel nous pouvons compter et un moi que nous pouvons aimer. Il est paradoxal que le terme narcissisme puisse signifier amour de soi, alors que les personnes les plus narcissiques n'ont justement pas de moi cohérent à aimer et que c'est la source de leurs problèmes. Cela crée une certaine résilience intérieure. Certes, nous pouvons avoir des moments de narcissisme plus poussés et tomber un peu au-dessous du barreau du milieu, notamment en cas de déprime ou de difficultés relationnelles, mais nous finissons toujours par repasser au-dessus de la moyenne. Les narcissiques fonctionnels ne se sentent pas constamment blessés ou dans l'insécurité. Ils n'ont pas toujours besoin de capter l'attention et ils sont capables d'orienter leur propre attention vers l'extérieur, de la focaliser sur leur travail et la création de relations interpersonnelles. Dans le cadre de notre étude sur la nature humaine, notre mission est triple. Premièrement, nous devons parfaitement comprendre le phénomène des grands narcissiques. Bien qu'ils soient minoritaires, certains d'entre eux peuvent être terriblement nuisibles. Nous devons apprendre à repérer les individus toxiques qui provoquent des drames et tentent de faire de nous des objets à manipuler comme bon leur semble. Ils sont capables de nous attirer avec leur énergie incroyable, et si nous nous laissons prendre dans leur filet, attendons-nous à vivre un cauchemar et à avoir les pires difficultés à nous en extraire. Car ils sont très forts pour inverser les rôles et pousser les autres à se sentir coupables. Les leaders narcissiques sont les plus dangereux de tous. Nous devons absolument résister à leur force d'attraction et voir ce qui se cache derrière leur créativité apparente. Gérer les grands narcissiques est une compétence indispensable à acquérir dans notre vie. Deuxièmement, nous devons reconnaître avec honnêteté notre propre nature et éviter de nier ce que nous sommes. Car nous sommes tous narcissiques. Dans une conversation, nous sommes tous impatients de prendre la parole, de raconter notre histoire, de donner notre avis. Nous apprécions les gens qui partagent nos idées. Ils reflètent notre bon goût. S'il nous arrive d'être péremptoires, nous considérons notre puissance d'affirmation comme une qualité positive parce que c'est la nôtre, tandis que d'autres, plus timides, vont la juger détestable et valoriser plutôt des qualités d'introspection. Nous sommes tous sujets à la flatterie en raison de notre amour-propre. Les moralisateurs qui essaient de se considérer à part des autres et dénoncent les narcissiques de nos sociétés actuelles sont souvent les plus narcissiques de tous. Ils adorent s'écouter parler, accuser, prêcher, sermonner. Nous sommes tous quelque part sur l'échelle de l'égocentrisme. Nous construire un moi que nous pouvons aimer est une étape saine de notre développement, et il n'y a pas de honte à posséder une saine estime de soi. Car sans estime personnelle, nous serions tous des grands narcissiques. Mais pour dépasser le narcissisme fonctionnel, ce qui devrait être notre objectif, nous devons commencer par être honnêtes envers nous-mêmes. Vouloir nier notre égocentrisme et prétendre que nous sommes plus altruistes que notre voisin empêche toute transformation. Troisièmement, et c'est sans doute le plus important, nous devons commencer à nous transformer en narcissiques sains. Les narcissiques sains possèdent un sentiment d'identité plus fort et encore plus solide que celui des narcissiques fonctionnels. Ils ont tendance à se situer plus haut sur l'échelle. Ils rebondissent plus vite après des blessures ou des insultes. Ils n'ont pas besoin d'être autant validés par les autres.
et ils finissent toujours par prendre conscience de leurs limites et de leurs défauts. Ils sont capables de se moquer de leurs failles et de ne pas prendre pour eux les affronts qu'on leur fait. À bien des égards, comme ils acceptent une image complète d'eux-mêmes, c'est-à-dire de se voir avec leurs qualités et leurs défauts, leur estime personnelle est plus réelle et plus complète. À partir de leur solide noyau intérieur, ils sont capables d'orienter plus souvent et plus facilement leur attention vers l'extérieur. Cette attention se dirige dans une ou deux directions. D'abord, ils peuvent orienter leur attention et leur amour vers leur travail et devenir de grands artistes, de grands créateurs ou de grands inventeurs. Parce qu'ils savent se concentrer plus intensément sur ce qu'ils font, ils réussissent généralement ce qu'ils entreprennent, ce qui leur fournit l'attention et la validation nécessaires. Ils peuvent avoir des moments de doute et d'insécurité intérieure, et les artistes sont souvent fragiles, c'est bien connu. Mais leur travail leur permet de ne pas rester trop centrés sur eux-mêmes et de libérer leur excès d'égocentrisme. Ensuite, ils peuvent diriger leur attention vers les autres et développer leur empathie. Imaginez l'empathie comme un royaume situé tout en haut de l'échelle, voire au-delà, et correspondant à une faculté de se mettre totalement dans la peau de l'autre. Nous, humains, avons par nature une capacité incroyable à comprendre nos semblables de l'intérieur. Dans notre petite enfance, nous nous sentions complètement reliés à notre mère et pouvions percevoir la moindre de ses humeurs, la moindre de ses émotions, alors même que nous ne maîtrisions pas encore le langage verbal. Et contrairement aux autres mammifères ou primates, nous pouvions étendre cette capacité de perception à tous ceux qui prenaient soin de nous ou faisaient partie de notre entourage. C'est la forme physique d'empathie que nous éprouvons encore aujourd'hui avec nos meilleurs amis ou nos partenaires amoureux. Nous possédons aussi un talent inné pour envisager les choses du point de vue de nos interlocuteurs et lire dans leurs pensées. Mais ce talent reste largement en sommeil à cause de notre égocentrisme. Une fois adultes, à mesure que nous prenons confiance en nous, nous devrions pouvoir commencer à nous décentrer, à porter notre attention sur les autres et à redécouvrir notre talent inexploité. Les individus qui pratiquent l'empathie deviennent souvent de grands observateurs sociaux dans les arts ou les sciences, des thérapeutes ou des leaders de grande qualité. La nécessité de développer l'empathie n'a jamais été aussi grande. Différentes études ont montré une augmentation régulière des niveaux d'égocentrisme et de narcissisme chez les jeunes depuis la fin des années 1970, et même un bond depuis les années 2000, une montée en flèche largement imputable à l'essor des technologies et de l'Internet. Les gens consacrent tout simplement moins de temps aux échanges sociaux en live et plus de temps à se sociabiliser en ligne, d'où leur difficulté croissante à développer leur empathie et à améliorer leurs compétences sociales. Comme toute compétence, l'empathie passe par la qualité d'attention. Si votre attention est constamment interrompue par votre besoin de consulter votre smartphone, vous ne pouvez jamais percevoir vraiment les sentiments, les émotions ou les opinions de votre interlocuteur et vous mettre à sa place. Vous êtes continuellement ramené à vous-même. Vous survolez les échanges sociaux sans jamais vous y engager réellement. Même dans une foule, vous restez fondamentalement seul. Les autres ne sont pas là pour partager ou échanger, ils vous servent simplement à apaiser vos insécurités intérieures. Notre cerveau a été programmé pour les contacts sociaux. La complexité de nos échanges a joué un rôle déterminant dans l'augmentation spectaculaire de notre intelligence en tant qu'espèce. Et à un certain point, la diminution d'une véritable communication avec nos congénères influe négativement sur notre cerveau, provoquant une atrophie de notre muscle social. Pour aggraver les choses, notre culture a tendance à mettre en avant la valeur suprême de l'individu et des droits individuels, ce qui encourage encore l'égocentrisme. De plus en plus de gens ne peuvent même pas imaginer que d'autres puissent avoir un point de vue différent du leur, que nous ne soyons pas tous identiques dans nos désirs ou nos idées. À vous d'essayer d'aller à l'encontre de cette évolution et de créer une énergie d'empathie. Chaque extrémité de l'échelle possède sa propre dynamique. Les grands narcissiques ont tendance à vous faire sombrer en vous déconnectant de plus en plus de la réalité et en vous empêchant de développer vraiment votre travail ou vos relations. Alors que l'empathie produit l'effet inverse. À mesure que vous dirigez votre attention vers l'extérieur, vous obtenez de plus en plus de retours positifs.
Les gens veulent être autour de vous. Vous renforcez votre muscle de l'empathie. Votre travail s'améliore. Sans effort, vous jouissez d'une attention à laquelle tous les humains aspirent. C'est ainsi que l'empathie crée sa propre dynamique ascendante et positive. Voici les 4 formes d'empathie à développer. L'attitude empathique. L'empathie est avant tout un état d'esprit, une manière différente de se relier aux autres. Le plus grand danger auquel vous êtes exposé est de partir du principe que vous comprenez vraiment vos semblables, ce qui vous donne le droit de les juger et de leur poser d'emblée des étiquettes. Au contraire, vous devez partir du principe que vous êtes ignorant et que vous avez des préjugés naturels qui faussent votre jugement. Les personnes qui vous entourent portent un masque qui sert leurs objectifs. Et vous prenez le masque pour la réalité. Débarrassez-vous de votre fâcheuse tendance à porter des jugements à l'emporte-pièce. Ouvrez votre esprit pour voir les autres sous un jour nouveau. Ne vous dites pas d'emblée que tous les êtres humains sont pareils ou que les autres partagent forcément vos valeurs. Chaque personne que vous rencontrez ressemble à une contrée inexplorée et possède une chimie psychologique spécifique que vous allez soigneusement étudier. Et vous avez toutes les chances d'être surpris par ce que vous allez découvrir. Ce mental souple et ouvert est similaire à l'énergie créative de ceux qui sont toujours prêts à envisager d'autres options et de nouvelles possibilités. D'ailleurs, développer votre empathie va également améliorer votre créativité. Vos nombreuses conversations quotidiennes sont le meilleur point de départ pour commencer à transformer votre attitude. Essayez de résister à votre tendance naturelle à parler et donner votre avis, et écoutez plutôt le point de vue de l'autre. Montrez-vous terriblement curieux à son égard. Stoppez le plus souvent possible votre monologue intérieur sans fin. Portez toute votre attention sur votre interlocuteur. Ce qui compte ici, c'est la qualité de votre écoute. C'est elle qui, au cours de la conversation, vous permet de renvoyer à l'autre des choses qu'il a dites ou qu'il a tues, mais que vous avez devinées. Rien de tel pour attirer sa sympathie. Ensuite, accordez aux autres la même indulgence qu'à vous-même. Par exemple, lorsque nous commettons une erreur, nous avons tendance à l'attribuer à des circonstances extérieures. Mais quand ce sont les autres qui se trompent, nous y voyons un défaut de caractère, le résultat de leur nature imparfaite. C'est ce qu'on appelle le biais d'attribution. Et vous devez le combattre. En adoptant une attitude empathique, vous tenez d'abord compte des circonstances qui ont pu pousser une personne à commettre telle ou telle erreur et lui accorder le même bénéfice du doute qu'à vous-même. Enfin, travaillez sur votre estime personnelle, car la qualité de votre attitude empathique dépend de la qualité de votre estime de vous-même. Si vous vous sentez terriblement supérieur aux autres ou pétri d'insécurité intérieure, vos moments d'empathie à leur égard seront aussi légers que brefs. Vous devez vous accepter dans votre totalité, y compris avec vos défauts, et même parvenir à les aimer. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas un ange. Vous avez la même nature que les autres. Avec cette attitude, vous pouvez vous moquer de vous-même et laisser les affronts et autres humiliations glisser sur vous. C'est à partir d'un véritable sentiment de force intérieure que vous dirigerez plus facilement votre attention vers l'extérieur. L'empathie viscérale. L'empathie est un outil de connexion émotionnelle. Il nous est difficile de deviner ou de comprendre les pensées de nos interlocuteurs, alors que nous percevons beaucoup plus facilement leurs émotions, leurs sentiments et leurs humeurs. Nous sommes tous enclins à capter les émotions d'autrui. Les frontières physiques entre les autres et nous sont bien plus perméables que nous le pensons. Les gens influencent sans cesse notre disposition d'esprit. Et ce que vous faites à votre insu, c'est transformer vos réactions physiologiques en savoir. Prêtez la plus grande attention aux humeurs de vos interlocuteurs en observant leur langage corporel et en écoutant le ton de leur voix. Lorsqu'ils parlent, la coloration émotionnelle de leur voix est soit en accord, congruence, soit en désaccord, incongruence, avec ce qu'ils disent. Elle peut révéler la confiance, l'insécurité, la défensive, l'arrogance, la frustration ou l'allégresse. Cette coloration se manifeste physiquement à travers leur voix, leur gestuelle et leur posture.
à chaque fois que vous êtes face à un interlocuteur, essayez de détecter tous ces signaux non-verbaux avant même de prêter attention à ses paroles. Son langage corporel et le ton de sa voix vont s'inscrire profondément en vous, dans votre propre réponse physique. S'il adopte un ton défensif, vous aurez tendance à éprouver en vous la même chose. Quant aux intentions d'autrui, nous essayons également de les percevoir et de les comprendre. Il existe presque toujours une émotion derrière toute intention, et au-delà des mots de votre interlocuteur, vous vous connectez à ses souhaits et à ses objectifs, et son attention va, elle aussi, s'inscrire physiquement en vous si vous y prêtez attention. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez vous manifeste soudain un intérêt inhabituel. S'agit-il d'une tentative de connexion sincère ou un moyen détourné, une façon de vous amadouer pour parvenir à ses fins? Pour le savoir, ne vous focalisez pas sur ces paroles qui véhiculent intérêt et enthousiasme, mais concentrez-vous sur l'impression globale qu'il vous fait sur son langage corporel et sa voix. Vous écoute-t-il vraiment? Soutient-il le contact visuel? Avez-vous le sentiment que même s'il vous écoute, il est centré sur lui? Si vous faites soudain l'objet d'une attention soudaine de sa part, mais que vous sentez qu'il manque de sincérité, c'est probablement qu'il envisage de vous demander quelque chose, de vous utiliser et de vous manipuler d'une façon ou d'une autre. Ce type d'empathie dépend largement des neurones miroirs. Ces neurones qui s'activent dans notre cerveau lorsque nous observons quelqu'un faire quelque chose, par exemple saisir un objet, comme si nous saisissions nous-mêmes cet objet. Ce phénomène nous permet de nous mettre à la place des autres et de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir. Des études ont révélé que les individus qui obtiennent de bons résultats aux tests d'empathie sont en général d'excellents imitateurs. Lorsque leur interlocuteur sourit ou grimace de douleur, ils ont tendance inconsciemment à imiter son expression, à se mettre dans sa peau. D'ailleurs, lorsque nous voyons quelqu'un sourire et être de bonne humeur, sa joie est contagieuse. Vous pouvez utiliser consciemment ce pouvoir pour accéder aux émotions des autres, soit en imitant leur mimique faciale, soit en évoquant des souvenirs d'expériences similaires qui ont suscité le même type d'émotion. Avant d'écrire Racine, Alex Haley a passé du temps dans la soute d'un navire pour tenter de recréer l'horreur, terriblement propice à la claustrophobie, que les esclaves avaient dû endurer. En se connectant viscéralement à leurs sentiments et leurs émotions, il a réussi à se projeter dans leur monde et à faire vibrer son écriture. De plus, refléter l'autre suscite une réponse empathique de sa part. Sur le plan physique, on appelle cela l'effet caméléon. Deux personnes physiquement et émotionnellement connectées dans le cadre d'une conversation ont tendance à s'imiter mutuellement dans leurs gestes et leurs postures. Elles croisent leurs jambes toutes les deux, par exemple. Vous pouvez vous relier consciemment à votre interlocuteur en l'imitant. Par exemple, acquiescer de la tête pendant qu'il parle et lui sourire de temps en temps renforce le lien. Mieux, vous pouvez vous couler dans sa disposition d'esprit. Vous absorbez son humeur du moment et la lui reflétez. Cela crée automatiquement un rapprochement par similitude. Il faut savoir que les gens ont terriblement besoin de cette connexion émotionnelle qu'ils établissent rarement dans leur quotidien. En devenant le miroir de l'autre, vous produisez sur lui un effet hypnotique et exploitez son narcissisme. Lorsque vous pratiquez ce type d'empathie, gardez à l'esprit que vous devez maintenir une certaine distance. En aucun cas, vous ne devez être contaminé et vous laisser embarquer par les émotions de votre interlocuteur. Cela vous ôterait toute capacité d'analyse et vous amènerait à une perte de contrôle qui n'est pas saine. De plus, si cet effet miroir est utilisé de façon systématique, vous risquez d'éveiller les soupçons de l'autre. Vos imitations, hochements de tête, sourires, etc., doivent être subtiles et quasiment impossibles à détecter. L'empathie analytique. Si vous êtes capable de comprendre si bien vos amis et ou votre partenaire, c'est parce que vous êtes parfaitement renseigné sur leurs goûts, leurs valeurs et leur milieu familial. Il nous est tous arrivé de croire connaître quelqu'un, mais avec le temps, de devoir réajuster notre première impression à mesure que nous en apprenions davantage sur lui. Alors, si l'empathie physique est extrêmement puissante, elle doit être complétée par l'empathie analytique. Cette forme d'empathie peut se révéler particulièrement utile
concernant les gens envers lesquels nous éprouvons des résistances et auxquels nous avons du mal à nous identifier, soit parce qu'ils sont très différents de nous, soit parce qu'il y a quelque chose en eux qui nous rebute. Dans ce genre de cas, nous avons naturellement tendance à les juger et à leur coller des étiquettes. Il est vrai que certains n'en valent pas la peine, les plus grands imbéciles et les véritables psychopathes. Mais à la plupart des autres individus que nous avons du mal à cerner, appliquer l'empathie analytique constitue un excellent défi et un moyen d'améliorer nos compétences sociales. Comme le disait Abraham Lincoln, « Je n'aime pas cet homme, je dois apprendre à mieux le connaître ». L'empathie analytique se développe essentiellement à travers des conversations où vous glanez des informations sur votre interlocuteur, et certaines informations sont plus précieuses que d'autres. Par exemple, vous voulez en savoir plus sur ses valeurs. Il ne faut pas oublier que les valeurs s'établissent largement dès la petite enfance. Les êtres humains développent leur conception de la force, de la faiblesse, de la générosité ou de la sensibilité en fonction des valeurs de leurs parents et des relations qu'ils entretiennent avec eux. Une femme va voir dans un homme qui pleure un signe de sensibilité et être attirée par lui, alors qu'une autre y suspectera une faiblesse qui la répugne. Si vous ne comprenez pas les valeurs de vos interlocuteurs, ou si vous projetez les vôtres, vous allez mal interpréter leurs réactions et provoquer des conflits inutiles. Votre objectif est de recueillir un maximum d'informations sur l'enfance de la personne que vous étudiez, ainsi que sur ses relations avec ses parents et sa fratrie. N'oubliez pas que ses relations actuelles avec ses proches peuvent également en dire long sur son passé. Essayez d'identifier ses réactions aux figures d'autorité. Cela vous aidera à voir si elle est plutôt soumise ou rebelle. Enfin, ses goûts dans le domaine des relations amicales ou amoureuses sont révélateurs. Si la personne semble réticente à vous parler, essayez de lui poser des questions ouvertes ou commencez par lui faire vous-même des confidences sincères pour la mettre en confiance. En général, les gens adorent parler d'eux-mêmes et de leur passé. Il est donc assez facile de les encourager à s'ouvrir. Chez votre interlocuteur, cherchez les points sensibles hérités de sa petite enfance qui vous révéleront certaines fragilités de sa personnalité. Voir le chapitre 1. S'il vient d'une autre culture, il est d'autant plus important de comprendre cette culture à partir de son expérience personnelle. En fait, votre objectif est de découvrir ce qui rend cette personne unique, ce qu'elle a de différent de vous et des autres personnes que vous connaissez. La faculté d'empathie. C'est comme tout. Devenir empathique implique un processus. Et si vous voulez être certain de faire de vrais progrès et d'améliorer votre capacité à comprendre les autres à un niveau plus profond, vous avez besoin de retours. Ces retours peuvent prendre l'une des deux formes suivantes, direct ou indirect. Dans les feedbacks directs, vous interrogez la personne sur ce qu'elle pense et ressent pour savoir si ce que vous avez deviné chez elle est correct. Bien sûr, vous devez procéder avec discrétion et avoir établi un certain niveau de confiance, mais cela peut vous permettre d'évaluer très précisément votre compétence empathique. Et dans les feedbacks indirects, vous sentez si certaines techniques ont fonctionné et si les liens avec cette personne deviennent plus étroits. Pour travailler votre empathie, gardez plusieurs choses à l'esprit. Dites-vous que plus vous voyez fréquemment la personne en chair et en os, plus vous améliorez votre faculté d'empathie. Et que plus vous rencontrez des personnes variées, issues de divers horizons, plus votre capacité d'empathie sera polyvalente. Et veillez à conserver toujours souplesse et fluidité. Vos idées sur les gens ne doivent jamais s'établir sur des jugements. Lors d'une rencontre, restez très attentif à la manière dont la personne évolue au cours de la conversation et à l'effet que vous produisez sur elle. Déployez vos antennes en toute conscience. Essayez d'observer la personne lorsqu'elle échange avec d'autres. Les gens sont souvent très différents selon l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux. Concentrez-vous sur les émotions, les sentiments et les humeurs qu'elles suscitent en vous et qui varient sans cesse. À mesure que votre faculté d'empathie s'affinera, vous découvrirez de plus en plus d'indices psychologiques chez vos interlocuteurs. Vous remarquerez davantage de choses. Associez constamment empathie viscérale et empathie analytique. Constater une amélioration de votre faculté d'empathie va vous stimuler et vous donner envie d'aller plus loin.
En général, vous allez observer que le cours de votre vie est plus fluide, car vous évitez les conflits et les malentendus inutiles. Le principe le plus profond dans la nature humaine est l'envie d'être apprécié. William James. 4 exemples de type narcissique. 1. Le narcissique qui exerce un contrôle total. Quand la plupart des gens ont rencontré Joseph Staline, 1879-1953, pour la première fois au début de son règne sur l'Union soviétique, ils l'ont trouvé étonnamment charmant. Bien que plus âgé que la majeure partie de ses lieutenants, il les encourageait à le tutoyer. Il tenait à être totalement accessible, même à l'égard de ses subalternes. Lorsqu'il vous écoutait, c'était avec une intensité et un intérêt incroyables. Et il vous transperçait du regard, comme s'il percevait vos pensées et vos doutes les plus profonds. Mais sa caractéristique première était de vous faire croire que vous étiez important, que vous apparteniez au petit cercle privilégié des révolutionnaires. Il mettait son bras autour de vous en vous raccompagnant à la porte de son bureau et terminait toujours l'entrevue sur une note d'intimité. Comme l'a écrit plus tard un jeune homme qui l'avait côtoyé, les gens qui le voyaient avaient hâte de le revoir, parce qu'il leur donnait le sentiment d'avoir tissé avec eux un lien unique et indéfectible. Et il lui arrivait de devenir soudain un peu distant, ce qui déstabilisait ses courtisans. Et puis, il redevenait de bonne humeur, et les membres de sa petite cour pouvaient à nouveau savourer son affection. Une partie de son charme tenait au fait que Staline incarnait la révolution. C'était un homme du peuple, dur et mal dégrossi parfois, mais un homme auquel le Russe moyen pouvait s'identifier. Surtout qu'il pouvait se montrer bout en train. Il adorait chanter et raconter des blagues grivoises. Avec toutes ces qualités, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait peu à peu construit son pouvoir et pris le contrôle total de la machine soviétique. Mais à mesure que les années passaient et que son influence grandissait, un autre aspect de son caractère s'est révélé au grand jour. Sa cordialité, sa convivialité, sa gentillesse apparente n'étaient pas aussi naturelles et désintéressées qu'on pouvait le penser. Le sort qu'il a réservé à Sergueï Kirov, un membre éminent du bureau politique devenu, depuis le suicide de la seconde épouse de Staline en 1932, son confident et son ami le plus proche, en constitue sans doute le premier témoignage. Kirov était un homme simple et enthousiaste, qui se faisait facilement des amis et avait le don de réconforter Staline. Mais il commençait à devenir un peu trop populaire. En 1934, plusieurs responsables régionaux l'approchèrent pour lui faire une offre. Ils ne supportaient plus le traitement brutal que Staline infligeait à la paysannerie. Ils allaient donc préparer un coup d'État et voulaient faire de Kirov le nouveau chef. Mais Kirov était un homme loyal. Il révéla le complot à Staline, qui l'en remercia généreusement. À partir de ce moment-là, quelque chose changea dans l'attitude de Staline à l'égard de son ami. Une froideur nouvelle s'installa. Kirov comprit la situation délicate qu'il avait provoquée en révélant à Staline qu'il n'était pas aussi populaire qu'il le pensait et qu'un autre personnage, lui, son ami Kirov, était davantage aimé que lui. Il sentit le danger et tenta tout pour apaiser les doutes de Staline. Dans ses apparitions publiques, il mentionnait son nom à n'en plus finir. Les compliments qu'il lui faisait étaient dithyrambiques. Mais ses efforts semblaient rendre Staline encore plus méfiant, comme s'il en faisait trop pour dissimuler la vérité. Désormais, Kirov se souvenait des nombreuses plaisanteries un peu lourdes qu'il avait faites aux dépens de Staline. À l'époque, cette manière qu'il avait de se moquer de lui n'était que l'expression de leur relation très étroite, mais aujourd'hui, Staline voyait sans doute tout autrement ces plaisanteries. Kirov se sentait piégé et impuissant. En décembre 1934, un tireur isolé assassina Kirov à l'extérieur de son bureau. Même si personne ne put directement accuser Staline, il était quasiment certain que cet assassinat avait son approbation tacite. Dans les années qui suivirent, les amis proches de Staline furent arrêtés les uns après les autres. Ce fut le début de la grande purge au sein du parti. À la fin des années 1930, des centaines de milliers de personnes perdirent la vie. La quasi-totalité des collaborateurs les plus proches de Staline furent torturés pour leur soutirer des aveux. Après ces séances de torture,
Staline écoutait avidement les tortionnaires lui raconter les comportements désespérés de ses amis, si courageux autrefois. Il riait en apprenant comment certains s'agenouillaient en pleurs, suppliant qu'on leur accorde un entretien avec lui pour lui demander pardon de leurs péchés et avoir la vie sauve. Il semblait se délecter de leur humiliation. Que s'était-il passé en lui? Qu'est-ce qui avait changé cet homme jadis si sympathique et si agréable? Il pouvait encore manifester une affection intacte à l'égard de ses amis les plus proches, mais d'un instant à l'autre, il était capable de se retourner contre eux et de les envoyer à la mort. D'autres traits de caractère commençaient à se révéler au grand jour. Extérieurement, Staline était extrêmement modeste. Il était l'incarnation du prolétariat. Si quelqu'un suggérait qu'on lui rende un hommage public, il réagissait avec colère. Un homme ne devait pas être le centre d'une attention aussi grande. Mais peu à peu, son nom et son image devinrent omniprésents. La Pravda, le quotidien russe de l'époque communiste, suivait chacun de ses déplacements et en faisait presque un dieu. Dans les parades militaires, les avions qui passaient au-dessus de sa tête formaient son nom en toutes lettres dans le ciel. Il niait toute participation à ce culte grandissant autour de sa personne, mais il ne faisait rien non plus pour le stopper. Il parlait de plus en plus de lui-même à la troisième personne, comme s'il était devenu une force révolutionnaire impersonnelle, et en tant que telle, infaillible. S'il lui arrivait de mal prononcer un mot lors d'un discours, tous les intervenants après lui devaient adopter la même prononciation erronée. Comme l'a confessé un jour l'un de ses bras droits, « Si j'avais bien prononcé ce mot, Staline aurait eu l'impression que je le corrigeais. » Et cela aurait pu être suicidaire. Lorsqu'il fut certain qu'Hitler se préparait à envahir l'Union soviétique, Staline se mit à superviser chaque détail de l'effort de guerre. Il ne cessait de réprimander ses lieutenants, les accusant de relâcher leurs efforts. « Je suis le seul à gérer tous ces problèmes. Je suis seul », se plaignait-il. Bientôt, beaucoup de ces généraux eurent l'impression de se retrouver dans une double impasse. S'il disait ce qu'il pensait, Staline pouvait se sentir terriblement offensé. Mais s'il se rangeait à son avis, il se mettait dans une colère noire. Un jour, il lança à un groupe de généraux « À quoi bon discuter avec vous? Quoi que je dise, vous me répondez « Oui, camarade Staline ». Bien sûr, camarade Staline. Sage décision, camarade Staline. Dans sa colère de se sentir seul à mener l'effort de guerre, il congédia ses généraux les plus compétents et les plus expérimentés. Désormais, il supervisait seul chaque détail de l'effort de guerre, jusqu'à la taille et la forme des baïonnettes. Pour ses lieutenants, c'était devenu une question de vie ou de mort de deviner avec précision ses humeurs et ses caprices. Il était vital de ne jamais le rendre nerveux ou inquiet, ce qui le rendait terriblement imprévisible. Vous deviez le regarder droit dans les yeux pour ne pas lui donner l'impression de dissimuler quelque chose. Mais si le contact visuel durait trop longtemps, cela le stressait et le gênait. Un mélange très dangereux. Vous étiez censé prendre des notes quand il parlait, mais ne pas tout noter pour éviter d'éveiller ses soupçons. Certaines personnes de son entourage qui se montraient franches et directes avec lui trouvaient grâce à ses yeux, alors que d'autres atterrissaient tout droit en prison. La solution était sans doute de savoir appliquer le bon dosage au bon moment. Franchise, mais grand respect. Tenter de comprendre Staline était devenu, pour les personnes de son entourage, une science mystérieuse dont elles discutaient longuement ensemble. La pire des choses était d'être invité à dîner et à regarder un film chez lui. Il était impossible de refuser ce genre d'invitation, et les soirées qui s'éternisaient devinrent de plus en plus fréquentes après la guerre. Extérieurement, tout était comme avant, une fraternité intime et chaleureuse de révolutionnaires. Mais intérieurement, c'était la terreur absolue. Au cours de beuveries qui duraient toute la nuit à son domicile, ses boissons à lui étaient hautement diluées. Le petit père des peuples surveillait l'ensemble de ses collaborateurs. Il les forçait à boire de plus en plus afin de leur faire perdre tout contrôle d'eux-mêmes. Et il savourait secrètement la terrible lutte intérieure qu'ils se livraient pour ne pas dire ou faire quelque chose dont ils auraient pu être tenus coupables.
Les scènes les plus effroyables se déroulaient vers la fin de la soirée, lorsqu'il sortait le gramophone pour écouter de la musique et ordonnait à ses hommes de danser. Il obligeait Nikita Khrouchtchev, le futur premier secrétaire du comité central du Parti communiste, à danser le gopak, une danse traditionnelle exténuante où il faut sans cesse sauter, s'accroupir, s'asseoir sur ses talons et tendre les jambes en pointant les pieds. Tous ces mouvements donnaient souvent mal au cœur à Khrouchtchev. Staline forçait les autres à former des couples pour danser des slows, ce qui le faisait rire à gorge déployée. La forme de contrôle suprême, celle du marionnettiste manipulant ses pantins à volonté. Interprétation. Des individus tels que Joseph Staline illustrent parfaitement cette énigme. Comment des grands narcissiques peuvent-ils se montrer si charmants et à travers leur pouvoir de séduction, développer leur influence ? Comment peuvent-ils se relier aux autres alors qu'ils sont terriblement centrés sur eux-mêmes? Comment sont-ils capables de fasciner autant? La réponse se trouve au tout début de leur parcours avant qu'ils deviennent parano et odieux. En général, ces personnalités ont plus d'ambition et d'énergie que la majorité des grands narcissiques, mais aussi des insécurités intérieures plus fortes. Le seul moyen pour elles d'être apaisées et de satisfaire leur ambition est d'obtenir des autres davantage d'attention et de validation que la normale. Comment? En assurant leur pouvoir social dans la politique ou les affaires. Très tôt dans leur vie, ces individus tombent sur le meilleur moyen d'y parvenir. Comme la plupart des grands narcissiques, ils sont hypersensibles au moindre affront perçu. Ils possèdent de redoutables antennes qui leur permettent de sonder les pensées et les sentiments d'autrui et de repérer le moindre signe d'irrespect. Mais ce qu'ils découvrent à un moment donné, c'est que leur hypersensibilité peut leur servir à identifier les désirs et les insécurités intérieures de leurs interlocuteurs, à les écouter avec la plus grande attention et à simuler l'empathie. La différence avec les vrais empathiques, c'est qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils sont poussés par le besoin, non pas de se relier à leurs semblables, mais de les contrôler et de les manipuler. Ils vous écoutent et vous sondent dans le but de découvrir des faiblesses à exploiter. Leur attention à l'égard d'autrui n'est pas totalement simulée, sinon elle n'aurait aucun effet. Sur le moment, ces individus peuvent ressentir une vraie camaraderie en vous prenant par l'épaule, mais l'instant d'après, ils cherchent à la contrôler et à l'empêcher de s'épanouir. Car s'ils ne la freinaient pas, ils risqueraient de perdre le contrôle de leurs émotions, de s'ouvrir et d'être blessés. Ils vous attirent par de grandes démonstrations d'attention et d'affection, puis vous mettent à distance par l'inévitable froideur qui s'ensuit. Avez-vous dit ou fait quelque chose qui leur a déplu? Comment pouvez-vous regagner leur faveur? Ce jeu peut être très subtil. Il peut se mettre en place en l'espace d'1 ou 2 secondes, mais terriblement efficace. C'est le manège classique de celui qui attire et repousse, qui souffle le chaud et le froid, et qui vous donne envie de retrouver la chaleur que vous avez éprouvée la première fois. Associé à la superbe assurance que ce type de personnalité affiche, ce petit jeu peut produire un effet magnétique dévastateur sur l'entourage et attirer de nombreux adeptes. Les narcissiques qui contrôlent tout de A à Z stimulent votre désir de vous rapprocher d'eux, mais savent vous tenir à distance. Tout cela n'est qu'une affaire de contrôle. Ces individus contrôlent leurs émotions et vos réactions. À un moment donné, à mesure qu'ils sécurisent leur pouvoir, ils s'en veulent d'avoir dû user de leur charme. Pourquoi devraient-ils prêter attention aux autres, alors que ce devrait être l'inverse? Alors, ils se retournent contre leurs anciens amis, révélant l'envie et la haine sous-jacente qui les animaient. Ils décident qui inclure et qui exclure, qui doit vivre et qui doit mourir. En vous acculant dans une impasse, rien de ce que vous dites ou faites ne leur plaira jamais, ou en réagissant de façon arbitraire, du coup, vous ne savez jamais sur quel pied danser, ils vous terrorisent. Désormais, ils contrôlent vos émotions. Ils finissent par tout gérer eux-mêmes dans les moindres détails. Les gens de leur entourage sont devenus des robots, des pantins incapables de prendre des décisions, ce qui les oblige à devoir tout superviser. S'ils en viennent à de telles extrémités, ces grands narcissiques vont finir par se détruire eux-mêmes
parce qu'il est impossible, en réalité, de priver l'être humain de son libre arbitre. Leurs pantins finissent par se rebeller, même les plus soumis. Staline est mort d'une attaque cérébrale, car aucun de ses collaborateurs n'a osé l'aider ou appeler un médecin. Il est mort de leur négligence, eux qui en étaient arrivés à le craindre et à le détester tout à la fois. Vous allez inévitablement rencontrer ce type de narcissique dans votre vie. En effet, leur ambition les pousse à devenir patron, PDG, politique ou chef religieux. Le danger qu'ils représentent pour vous survient au début, lorsqu'ils utilisent leur pouvoir de séduction sur vous pour la première fois. Vous pouvez deviner leurs intentions en vous servant de votre empathie viscérale. Car l'intérêt qu'ils vous manifestent n'est jamais profond ni durable et inévitablement suivi d'un retrait stratégique. Si vous cessez de vous laisser détourner par leurs tentatives de séduction et leurs mirages, vous sentirez leur froideur latente et saurez déceler à quel point ils sont égocentriques. Étudiez leur passé. Vous remarquerez qu'ils n'ont pas connu une seule relation profonde et intime où ils auraient exposé leur vulnérabilité. Recherchez les signes d'une enfance difficile. Staline lui-même avait un père qui le battait sans relâche et une mère plutôt froide et peu affectueuse. Écoutez les gens qui ont deviné la vraie nature de ces individus et tentez de prévenir les autres. Lénine, le prédécesseur de Staline, avait compris sa personnalité toxique et sur son lit de mort essaya d'avertir son entourage, mais ses mises en garde restèrent lettre morte. Observez les expressions terrifiées de ceux qui sont au service de tels individus au quotidien. Si vous avez l'impression d'avoir affaire à de grands narcissiques, gardez vos distances. Ce sont des tigres. Une fois que vous les approchez de trop près, vous ne pouvez plus leur échapper et ils vous dévorent. 2. Le narcissique théâtral. En 1627, la supérieure du couvent des Ursulines de Loudun accueillit une nouvelle sœur, Jeanne de Belsier, 1602-1665. Jeanne était une créature étrange. Toute petite, presque naine, elle possédait un joli visage angélique, mais une lueur mauvaise dans le regard. Dans le couvent où elle avait séjourné précédemment, elle s'était fait de nombreux ennemis avec ses sarcasmes continuels. Mais à la surprise de la mère supérieure, Jeanne semblait se métamorphoser dans sa nouvelle demeure. Elle agissait désormais avec bonté, se proposant d'assister sa supérieure dans toutes ses tâches quotidiennes. De plus, elle commençait à se passionner pour la vie mystique de Sainte Thérèse d'Avila en se plongeant dans les livres qu'on lui confiait. Elle passait de longues heures à discuter de questions spirituelles avec la mère supérieure. Au bout de quelques mois, elle était devenue la spécialiste du couvent en théologie mystique. On la voyait méditer et prier pendant des heures, plus que n'importe quelle autre sœur. Un peu plus tard dans l'année, sa mère supérieure fut appelée dans un autre couvent. Profondément impressionnée par le comportement de Jeanne, et ignorant les conseils d'autres religieuses qui n'avaient pas une aussi haute opinion d'elle, la mère supérieure demanda que Jeanne prenne sa succession. Ainsi, à l'âge de 25 ans seulement, Jeanne se retrouva soudain à la tête du couvent des Ursulines de Loudun. Plusieurs mois plus tard, les sœurs de Loudun commencèrent à entendre des histoires très étranges de la bouche de Jeanne. Elle avait fait une série de rêves dans lesquels un curé de la paroisse, Urbain Grandier, l'avait visitée et agressée physiquement. Les rêves se firent de plus en plus érotiques et violents. Ce qui paraissait étrange, c'est qu'avant ces rêves, Jeanne avait rendu visite à Grandier pour lui demander de diriger le couvent des Ursulines, ce qu'il avait poliment refusé. À Loudun, Grandier était considéré comme un libertin, un séducteur très porté sur les jeunes filles. Jeanne donnait-elle libre cours à ses propres fantasmes ? Elle était si pieuse qu'il était difficile de croire qu'elle inventait tout, et ses rêves semblaient si réels, jalonnés d'images si précises. Peu de temps après que Jeanne eut raconté ses rêves, plusieurs sœurs rapportèrent des rêves similaires. Un jour, le confesseur du couvent, Canon Mignon, entendit une sœur raconter l'un de ses rêves. Mignon, qui, comme beaucoup d'autres, détestait Grandier depuis longtemps, vit dans ses rêves une occasion de précipiter sa chute. Il appela des exorcistes auxquels il demanda de travailler sur les nonnes
et bientôt la quasi-totalité des sœurs rapportèrent qu'elles se faisaient visiter la nuit par Grandier. Il était clair pour les exorcistes que les religieuses étaient possédées par des démons dont Grandier tirait les ficelles. Pour instruire l'ensemble des citoyens, Mignon et ses alliés ouvrirent les exorcismes au public, qui désormais affluait en masse et de loin pour assister au spectacle. Les nonnes se roulaient par terre, se tordaient, montraient leurs jambes et lançaient des obscénités à n'en plus finir. Et de toutes les sœurs, c'est Jeanne qui semblait la plus possédée. Ses contorsions étaient plus violentes et les démons qui parlaient à travers elle étaient plus véhéments dans leurs jurons sataniques. C'était l'une des possessions les plus puissantes que le public ait jamais vues, et il réclamait d'assister aux exorcismes de Jeanne en priorité. Aux yeux des exorcistes, il ne faisait désormais aucun doute que Grandier, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds au couvent ni rencontré Jeanne, avait ensorcelé et débauché les bonnes sœurs de Loudun. Il ne tarda pas à être arrêté et accusé de sorcellerie. Sur la base des preuves disponibles, Grandier fut condamné à mort. Après avoir subi les pires tortures, il fut envoyé au bûcher et brûlé vif le 18 août 1634 devant une foule énorme. La situation ne tarda pas à s'apaiser. Les nonnes furent soudain libérées des démons, à l'exception de Jeanne. Satan non seulement refusait de la quitter, mais exerçait une emprise de plus en plus forte sur elle. Les jésuites, ayant ouï dire de cette affaire de possession notoire, décidèrent de prendre les choses en main et envoyèrent le père Jean-Joseph Surin exorciser Jeanne une fois pour toutes. Surin vit en elle un sujet fascinant. Jeanne avait des connaissances incroyables en démonologie et semblait sincèrement désespérée de son sort. Pourtant, elle ne paraissait pas résister suffisamment fort aux démons qui l'habitaient. Peut-être avait-elle succombé à leur influence. Une chose était certaine. Elle avait tissé des liens d'amitié inhabituels avec Surin et le gardait au couvent pendant des heures pour s'entretenir avec lui de questions spirituelles. Elle se mit à prier et méditer avec une énergie accrue. Elle se débarrassa de tout le superflu, décidant de dormir à même le sol et de verser sur sa nourriture des potions d'armoise, une plante aux propriétés vomitives. Elle rapportait ses progrès à Surin et lui avouait s'être approchée si près de Dieu qu'elle avait reçu un baiser de sa bouche. Avec l'aide de Surin, les démons quittèrent son corps les uns après les autres. Et son premier miracle apparut, le nom Joseph, parfaitement lisible, inscrit dans la paume de sa main. Lorsqu'il s'effaça au bout de quelques jours, il fut remplacé par celui de Jésus, puis de Marie, puis par d'autres. C'était un stigmate, un signe de la vraie grâce de Dieu. Peu de temps après, Jeanne tomba gravement malade et agonisa. Elle disait être visitée par un jeune ange de toute beauté aux longs cheveux blonds. Puis Saint Joseph en personne vint la voir et toucha son flanc, l'endroit où elle souffrait le plus, éloigné d'une huile parfumée. Jeanne se rétablit, et l'huile laissa une trace sur sa chemise sous la forme de 5 gouttes transparentes. Les démons étaient partis, et l'histoire était close, au grand soulagement de Surin. Mais Jeanne le surprit par une étrange demande. Elle voulait faire le tour de l'Europe pour témoigner de ses miracles. Elle pensait que c'était son devoir. Cela semblait contradictoire avec sa modestie coutumière et témoignait même de préoccupations assez terrestres, mais Surin accepta de l'accompagner. À Paris, des foules immenses s'amoncelèrent dans les rues autour de son hôtel dans l'espoir de l'apercevoir. Jeanne rencontra le cardinal de Richelieu, qui sembla assez troublé et embrassa sa chemise parfumée, devenue une relique. Elle montra ses stigmates au roi et à la reine de France. Puis elle continua son périple. Elle rencontra les aristocrates les plus distingués et les plus grands esprits de son temps. Chaque jour, dans chacune des villes où elle s'arrêtait, 7000 personnes se pressaient dans le couvent où elle séjournait. Le nombre de ceux qui voulaient entendre son histoire était si élevé que Jeanne décida de publier un livret pour y décrire en détail sa possession, ses pensées les plus intimes et le miracle qui s'était produit. À sa mort en 1665, la tête de Jeanne des Anges, c'est ainsi qu'elle s'appelait désormais, fut décapitée, momifiée et placée dans un reliquaire de vermeil aux fenêtres en cristal de roche.
Elle fut exposée à côté de la chemise portant l'onction de Saint-Joseph au couvent des Ursulines de Loudun jusqu'à sa disparition au cours de la Révolution française. Interprétation. Dès ses jeunes années, Jeanne de Belsier exprima un besoin d'attention insatiable. Elle épuisa ses parents qui finirent par s'en débarrasser en l'envoyant dans un couvent à Poitiers. Là, elle réussit à rendre folles les nonnes du couvent avec ses sarcasmes et ses airs de supériorité. Transférée à Loudun, elle y tenta une approche différente pour obtenir la reconnaissance qu'elle recherchait désespérément. Elle se mit à dévorer les livres de spiritualité, bien déterminée à surpasser toutes les autres nonnes par son savoir et sa piété. Par son comportement irréprochable, elle gagna les faveurs de la mère supérieure. Mais une fois nommée à la tête du couvent des Ursulines, elle s'ennuya, jugeant insuffisante l'attention qu'elle recevait. Alors, elle se mit à fantasmer sur Grandier et à raconter qu'il venait la visiter la nuit dans ses rêves. Ceci était un mélange d'invention pure et d'autosuggestion. Peu après l'arrivée des exorcistes, elle se plongea dans un ouvrage de démonologie et, connaissant les tenants et les aboutissants de la possession démoniaque, entreprit de s'en donner tous les traits les plus spectaculaires pour paraître parfaitement crédible aux yeux des exorcistes. Elle devint maîtresse dans l'art de se donner en public, une véritable star. Au cours de ces épisodes de possession démoniaque, elle allait plus loin que les autres nonnes dans ses comportements dégradants et obscènes. Après l'exécution atroce de Grandier, qui affecta profondément les autres religieuses, elle se sentait certainement coupable du rôle qu'elles avaient joué dans la mort d'un innocent. Jeanne jugea intolérable le manque d'attention soudain à son égard et décida de faire monter les enchères en refusant de se débarrasser de ses démons. Elle était passée maître dans l'art de percevoir les faiblesses et les désirs cachés de son entourage, d'abord de la prieure, puis des exorcistes et désormais du père Surin. Ce dernier voulait tellement être celui qui réussirait à racheter son âme qu'il était capable de se laisser duper par les miracles les plus basiques. Concernant les stigmates de Jeanne, d'aucuns avancèrent plus tard qu'elle avait gravé les noms en question à l'acide ou les avait tracés avec de l'amidon coloré. Il semblait étrange qu'ils n'apparaissent que sur sa main gauche, là où elle n'avait aucun mal à les écrire. On sait que dans la grande hystérie, la peau devient particulièrement sensible. Un ongle suffit à produire des marques. Et comme Jeanne savait depuis longtemps préparer des remèdes à base de plantes, elle n'eut aucun mal à appliquer des gouttes d'huile parfumée sur sa chemise. Une fois que les gens croyaient aux stigmates, ils ne pouvaient pas ne pas croire à l'onction de Saint-Joseph. Même Surin se montra dubitatif devant le besoin de Jeanne de faire le tour de l'Europe pour s'exhiber. À ce stade, la nonne ne pouvait plus dissimuler sa soif d'attention. Des années plus tard, elle rédigea une autobiographie dans laquelle elle avoua posséder un caractère pleinement théâtral. Elle disait jouer sans cesse un rôle, même si elle affirmait la totale sincérité du miracle final. Beaucoup des sœurs qui la côtoyaient quotidiennement au couvent voyaient clair en elle et la décrivaient comme une actrice parfaite, accro à l'attention et à la célébrité. L'un des étranges paradoxes du grand narcissisme, c'est qu'il passe souvent inaperçu jusqu'à ce que le comportement de l'individu devienne trop excessif pour être ignoré. Pourquoi ? La raison est simple. Les grands narcissiques peuvent être des as de la dissimulation. Ils perçoivent très tôt que s'ils révélaient aux autres leur véritable personnalité, leur besoin d'attirer constamment l'attention et de se sentir supérieurs, ils les feraient fuir. Ils utilisent leur absence de moi solide et cohérent à leur avantage. Ils sont capables de jouer plusieurs rôles, de dissimuler leur besoin d'attention sous différents artifices spectaculaires. Ils peuvent aller plus loin que n'importe qui lorsqu'il s'agit de donner le change et d'avoir l'air moraux ou altruiste. Ils ne se contentent jamais de faire un don ou de soutenir une juste cause. Ils en font étalage. Qui douterait de leur sincérité ? Ou alors ils choisissent de jouer les victimes, les souffre-douleurs, les laisser pour compte. Il est facile de se laisser prendre à leur jeu sur le moment, mais ils finiront par vous consumer avec leurs besoins insatiables ou vous utiliser pour parvenir à leur fin, car ils jouent sur votre empathie. Votre seule solution ? Voir clair dans leur petit jeu. Vous reconnaissez les grands narcissiques au fait que tout tourne toujours autour d'eux.
Remarquez comme ils se disent toujours meilleurs que les autres, ou en proie à des souffrances ou des misères plus terribles que celles des autres. Repérez le côté théâtral de leur gestuelle. Voyez comme ils en font des tonnes. Tout ce qu'ils font ou disent sert à frapper les esprits. Ne vous laissez pas entraîner dans le drame de leur vie et devenir victime de leur scénario. 3. Le couple narcissique. En 1862, quelques jours avant son mariage avec Sophie, dite Sonia Boers, alors âgée de 18 ans, Léon Tolstoï décida soudain qu'il ne devait y avoir aucun secret entre eux. À 32 ans, il lui apporta donc ses journaux intimes et, à sa grande surprise, ce qu'elle y découvrit la fit à la fois pleurer et s'emporter. Dans ces pages, son futur mari décrivait ses nombreuses aventures amoureuses, y compris son coup de cœur pour une voisine, une paysanne avec laquelle il avait eu un enfant. Il parlait aussi des bordels qu'il fréquentait, de la blénorragie qu'il avait attrapée et de sa passion pour le jeu. Sophie éprouva à la fois une jalousie et un dégoût intense. Pourquoi lui faire lire cela? Elle l'accusa d'avoir des doutes sur le bien fondé de leur mariage, de ne pas l'aimer réellement. Abasourdi par sa réaction, il l'accusa des mêmes choses. Il voulait partager avec elle ses vieilles habitudes et lui montrer qu'il était heureux de les abandonner pour démarrer une nouvelle vie avec elle. Pourquoi lui reprocher sa volonté d'être honnête envers elle? Visiblement, elle ne l'aimait pas autant qu'il le pensait. Pourquoi était-il si douloureux pour elle de dire au revoir à ses proches avant les noces? Les aimait-elle plus que lui? Tolstoï et Sophie finirent par se réconcilier et le mariage put avoir lieu. Mais un schéma de comportement spécifique s'était installé entre eux. Il allait durer 48 ans. Malgré les violentes disputes entre les jeunes mariés, le mariage finit par prendre un rythme relativement confortable pour Sophie, qui devint l'assistante la plus proche de son mari. Outre le fait de porter 8 enfants en 12 ans, dont 5 survécurent, elle joua les copistes pour Tolstoï, recopiant soigneusement Guerre et paix et Anna Karénine notamment. C'est également elle qui géra l'aspect commercial de la publication de ses livres. Tout semblait bien se passer. Tolstoï était un homme riche grâce aux propriétés familiales dont il avait hérité et aux ventes de ses livres. Il était à la tête d'une famille nombreuse qui l'adorait. Il était célèbre. Mais brusquement, à l'âge de 50 ans, il se sentit affreusement malheureux et honteux des livres qu'il avait écrits. Il ne savait plus qui il était. Il traversait une crise spirituelle profonde et trouvait l'Église orthodoxe trop stricte et trop dogmatique pour l'aider. Sa vie devait changer. Il n'écrirait plus de romans et désormais mènerait l'existence d'un paysan lambda. Il renoncerait à ses biens et à tous les droits sur ses livres. Alors il demanda à ses proches de le rejoindre dans cette nouvelle vie consacrée à aider son prochain et à la spiritualité. À son plus grand désarroi, ses proches, et Sophie en tête, réagirent avec colère. Il leur demandait d'abandonner leur mode de vie, leur confort, et de rayer de la carte le futur héritage des enfants. Sophie n'éprouvait pas le besoin de changer radicalement de style de vie et protestait contre son mari qui l'accusait d'avoir une nature mauvaise et matérialiste. Il s'ensuivit des querelles interminables et aucun ne changea d'avis. Désormais, quand Tolstoï regardait sa femme, il ne voyait en elle qu'une personne qu'il utilisait pour sa renommée et son argent. C'était clairement pour cette raison qu'elle l'avait épousé. Et quand Sophie regardait son mari, elle n'y voyait qu'un parfait hypocrite. Même s'il avait abandonné ses droits de propriété, il continuait de mener grand train et de lui demander de l'argent pour ses vêtements. Il s'habillait comme un paysan, mais s'il tombait malade, il montait à bord d'une voiture de chemin de fer privée, particulièrement luxueuse, et allait passer sa convalescence dans une villa du Sud. Et malgré ses nouveaux vœux de célibat, il continuait de lui faire des enfants. Tolstoï aspirait à une vie simple et spirituelle, et Sophie représentait désormais l'obstacle majeur. Il trouvait sa présence à la maison trop étouffante. Il lui écrivit une lettre où il terminait par ces mots. « Tu attribues ce qui s'est passé à tout sauf à une seule chose.
que tu es la cause involontaire de mes souffrances. Une lutte à mort s'engage entre nous. Son amertume croissante à l'égard des habitudes de Sophie, qu'il jugeait matérialistes, lui inspira la sonate à Kreutzer, une longue nouvelle clairement fondée sur leur vie maritale et brossant un portrait très noir de son épouse. Sophie crut devenir folle. Finalement, en 1894, elle craqua. Imitant l'un des personnages d'une histoire écrite par son mari, elle décida de se donner la mort en sortant dans la neige et en se laissant mourir de froid. Un membre de sa famille la récupéra et la ramena à la maison. Elle fit 2 nouvelles tentatives de suicide, sans jamais réussir à se tuer. Le schéma comportemental du couple devenait de plus en plus violent. Tolstoï poussait sa femme à bout, elle commettait un acte désespéré. Puis il regrettait sa froideur et implorait son pardon. Il lui céda sur certains points, autorisant ses proches à conserver les droits sur ses précédents livres. Puis une nouvelle attitude de Sophie lui faisait regretter ce qu'il venait de faire. Elle essayait constamment de monter les enfants contre lui. Elle devait lire tout ce qu'il écrivait dans ses journaux intimes, et s'il les cachait, elle finissait par les trouver et les lire en secret. Elle surveillait ses moindres faits et gestes. Il lui reprochait violemment de fourrer constamment son nez dans ses affaires, au point qu'il en tombait parfois malade, et c'était elle alors qui regrettait ses actes. Qu'est-ce qui les maintenait ensemble, ces deux-là? Chacun aspirait désespérément à être accepté et aimé de l'autre, mais cela ne semblait plus possible désormais. Après des années de souffrance au sein de son ménage, Tolstoï finit par prendre une décision à la fin du mois d'octobre 1910. Au milieu de la nuit, il s'esquiva en douce avec un ami médecin, déterminé à quitter Sophie pour de bon. Pendant tout le trajet, il ne cessa de trembler, terrorisé à l'idée d'être surpris et doublé par son épouse, mais il réussit à sauter dans un train et à s'éloigner d'elle. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, Sophie fit une nouvelle tentative de suicide en se jetant dans un étang, et une fois de plus, fut sauvée in extremis. Elle écrivit une lettre à Tolstoï, le suppliant de revenir. Oui, elle changerait ses habitudes. Elle renoncerait à tout luxe superflu. Elle se consacrerait à la spiritualité. Elle l'aimerait inconditionnellement. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. La liberté volée par Tolstoï fut de courte durée. Tous les journaux racontaient qu'il s'était enfui de chez lui pour échapper à sa femme. À chaque arrêt du train, des journalistes, des admirateurs et des curieux l'assaillaient. Il ne supportait plus le monde et le froid glacial qui régnait dans le wagon. Il ne tarda pas à tomber gravement malade et dut être transporté au domicile d'un chef de gare dans un village isolé. Il était à l'agonie. Il apprit que Sophie était arrivée dans le village, mais ne supporta pas l'idée de la revoir maintenant. La famille préféra la tenir à distance, l'obligeant à rester dehors, à regarder par la fenêtre son époux en train d'agoniser. Puis, lorsqu'il perdit conscience, elle fut autorisée à entrer dans la chambre. Elle s'agenouilla près de lui, le couvrant de baisers sur le front, et lui murmura à l'oreille « Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. » Il mourut peu de temps après. Un mois plus tard, un visiteur de passage dans la maison du couple rapporta ces paroles de Sophie. « Que m'est-il arrivé? Comment puis-je avoir fait cela? Vous savez, je l'ai tué. » Interprétation. Léon Tolstoï manifestait tous les signes du grand narcissique. Sa mère était morte lorsqu'il avait 2 ans, et il ne put jamais combler le vide béant qu'elle laissa en lui malgré ses nombreuses liaisons amoureuses. Il commit nombre d'imprudences dans sa jeunesse, comme pour se sentir entier et vivant. Il était constamment dégoûté de lui-même et n'arrivait pas à savoir qui il était exactement. Il transféra ses incertitudes intérieures dans ses romans, adoptant différentes casquettes à travers les personnages qu'il créait. Et à l'âge de 50 ans, il finit par tomber dans une crise profonde liée à son sentiment d'identité incohérent. Sophie elle-même n'était pas en reste en matière de narcissisme. Mais lorsque nous étudions la nature humaine, nous avons tendance à accorder une importance excessive aux traits de caractère des individus
et à ignorer le tableau infiniment plus complexe de la manière dont les partenaires se façonnent mutuellement et constamment au sein de leur relation. Une relation de couple possède sa vie et sa personnalité propre. Et une relation peut elle aussi être très narcissique en accentuant les tendances narcissiques de chacun. Généralement, ce qui transforme un couple en relation narcissique, c'est le manque d'empathie qui pousse les partenaires à se retrancher de plus en plus profondément dans leurs positions défensives respectives. Dans le cas du couple Tolstoï, le schéma s'est mis en place dès le départ, au moment où Léon a fait lire son journal intime à sa future épouse. Chacun voyait l'autre à travers le prisme de ses propres valeurs. Pour Sophie, élevée dans une famille traditionnelle, c'était l'acte d'un homme qui regrettait clairement sa demande en mariage. Pour Tolstoï, l'artiste iconoclaste, la réaction de sa future épouse, signifiait qu'elle était incapable de percer son âme, d'essayer de comprendre son désir d'entamer une nouvelle vie d'homme marié. Aucun ne comprenait l'autre, et chacun durcit ses positions pendant 48 ans. La crise spirituelle de Tolstoï symbolisait cette dynamique narcissique. Si seulement à ce moment-là, chacun avait pu tenter de se mettre à la place de l'autre. Tolstoï aurait pu prévoir la réaction de sa femme. Elle avait vécu toute sa vie dans un confort relatif qui l'avait aidé à gérer ses fréquentes grossesses et l'éducation de ses nombreux enfants. Elle n'avait jamais été dans la spiritualité. Leur relation avait toujours été plus charnelle. Comment aurait-il pu s'attendre à ce qu'elle change soudain? Ses exigences étaient presque sadiques. Il aurait pu simplement expliquer sa position sans exiger d'elle qu'elle le suive et lui montrer qu'il comprenait sa position et ses besoins à elle. Cela aurait exprimé une véritable spiritualité de sa part à lui. Et elle, au lieu de se focaliser sur l'hypocrisie de son époux, aurait pu voir un homme manifestement mécontent de lui, un homme qui ne s'était jamais senti suffisamment aimé depuis sa petite enfance et qui traversait une véritable crise personnelle. Elle aurait pu lui offrir son amour et son soutien, l'encourager dans sa nouvelle vie tout en refusant gentiment de le suivre. L'empathie agit à l'inverse d'un narcissisme mutuel. Si elle vient de l'un des partenaires, elle a tendance à apaiser et à encourager l'empathie de l'autre. Il est difficile de rester sur ses positions lorsque l'autre se met à votre place. Vous êtes incité à faire la même chose. Au fond d'eux, les gens aspirent à abandonner leur résistance. Il est exténuant d'être continuellement sur la défensive et dans la méfiance. Le meilleur moyen d'utiliser l'empathie au sein de votre relation est de comprendre le système de valeurs de votre partenaire qui, inévitablement, est différent du vôtre. Ce que l'autre interprète comme un signe d'amour, d'attention ou de générosité n'est souvent pas votre manière de considérer l'amour, l'attention ou la générosité. Les systèmes de valeurs s'instaurent largement dans la petite enfance et ne sont pas créés consciemment. Si vous gardez à l'esprit le système de valeurs de votre interlocuteur, vous pourrez voir les choses à travers son prisme au moment où vous auriez tendance, au contraire, à adopter une position défensive. Même les grands narcissiques peuvent être sortis de leur coquille de cette manière parce qu'une telle attention est rare. Mesurez toutes vos relations sur l'échelle du narcissisme et dites-vous que ce n'est pas vous ou l'autre qu'il faut changer, mais la dynamique relationnelle elle-même. 4. Le narcissique sain, le déchiffreur d'humeur. En octobre 1915, le grand explorateur britannique Sir Ernest Henry Shackleton, 1874-1922, ordonna à ses hommes d'abandonner le navire l'Endurance, prisonnier des glaces au milieu de la banquise antarctique depuis plus de 8 mois et qui commençait à prendre l'eau. Pour Shackleton, cela signifiait devoir renoncer à son grand rêve, celui de réaliser la première traversée terrestre du continent antarctique avec ses hommes. Cela aurait été l'apogée de sa brillante carrière d'explorateur, mais désormais, il devait faire face à une bien plus grande responsabilité, celle d'assurer le retour à la maison de 27 hommes de son équipage. Leur vie allait dépendre de ses décisions quotidiennes. De nombreux obstacles freinaient la réalisation de son objectif. L'hiver terrible qui les attendait, les courants dérivants susceptibles d'emporter la banquise sur laquelle ils allaient camper,
l'obscurité envahissante, la raréfaction des ressources alimentaires, l'absence de tout contact radio ou de bateau pour les transporter, lui et son équipage. Mais le principal danger, celui qu'il redoutait le plus, était le moral de ces hommes. Il suffisait de quelques mécontents pour répandre le ressentiment et le pessimisme comme une traînée de poudre. Il se disait que bientôt, ces hommes ne travailleraient plus aussi dur, refuseraient de l'écouter et perdraient confiance dans son leadership. Dans ces conditions, c'était le risque du chacun pour soi, et un climat aussi délétère ne pourrait qu'entraîner des catastrophes et des pertes humaines. Shackleton allait devoir surveiller davantage le moral du groupe que le changement des conditions météorologiques. La première chose à faire était de prendre les devants et d'insuffler à l'équipage l'état d'esprit adéquat. Tout partait du chef. Il allait devoir dissimuler ses propres doutes et peurs. Le premier matin passé sur la banquise, il se leva avant tout le monde et prépara une énorme quantité de thé brûlant. En le servant à chacun de ses hommes à tour de rôle, il sentait qu'il l'observait à la recherche d'indices leur permettant de savoir que penser de la situation critique dans laquelle il se trouvait. Alors il afficha un certain entrain et sortit même quelques traits d'humour sur leur nouvel environnement et l'obscurité qui gagnait du terrain. Ce n'était pas le bon moment pour leur exposer ses idées, les solutions qu'il envisageait pour sortir du pétrin. Cela les rendrait trop inquiets. Il n'exprimait pas verbalement son optimisme, mais le laissait transparaître dans son attitude et son langage corporel. Il le simulait, bien sûr, mais comment aurait-il pu en être autrement? Ils savaient tous qu'ils étaient coincés là pour l'hiver à venir. Il leur fallait des distractions, quelque chose pour occuper leur esprit et garder le moral. Alors, chaque jour, Shackleton établissait un planning des tâches, désignant à chacun la mission qui lui était confiée pour la journée. Il essayait de les diversifier au maximum en formant différents groupes, en effectuant régulièrement une rotation des effectifs et en veillant à ce que chacun n'exécute pas trop souvent la même tâche. Chaque jour, il y avait un objectif simple à accomplir. Des pingouins ou des phoques à chasser, des vivres supplémentaires à transférer du navire vers les tentes, un meilleur campement à construire. À la fin de la journée, tout le monde se retrouvait autour du feu de camp. Chacun des hommes était satisfait d'avoir contribué à rendre la vie du groupe un peu plus facile. Au fil des jours, Shackleton développait une perception de plus en plus fine des changements d'humeur de ses hommes. Autour du feu de camp, il allait voir chacun pour discuter. Avec les scientifiques, il parlait science. Avec les plus artistes d'entre eux, de ses poètes et compositeurs favoris. Il se mettait dans la peau de chacun d'eux et se montrait particulièrement attentif aux moindres problèmes qu'il rencontrait. Le cuisinier semblait tout spécialement chagriné de devoir tuer son chat, car il n'y avait plus rien pour le nourrir. Shackleton se proposa de le tuer à sa place. Il apparaissait clairement que le médecin à bord peinait à accomplir les tâches les plus dures physiquement. Le soir, il mangeait lentement et soupirait de fatigue. Lorsque Shackleton allait lui parler, il sentait que son moral diminuait de jour en jour. Sans lui donner l'impression qu'il tirait au flanc, Shackleton modifia le planning des tâches pour lui confier des missions moins lourdes physiquement, mais tout aussi cruciales. Il identifia rapidement quelques maillons faibles au sein du groupe. D'abord, Frank Hurley, le photographe du navire. Il faisait bien son travail et ne se plaignait jamais de devoir accomplir d'autres corvées. Mais c'était quelqu'un qui avait besoin de se sentir important. Il avait un côté un peu snob. Alors, les premiers jours passés sur la banquise, Shackleton veilla à lui demander son avis sur toutes les questions majeures, telles que les réserves de nourriture, et à le féliciter pour ses idées. De plus, il lui donna une tente individuelle, ce qui permit à Hurley de se sentir plus important que les autres, et à Shackleton de garder plus facilement un œil sur lui. Quant au navigateur, Hubert Hudson, c'était un homme très égocentrique qui possédait une très mauvaise capacité d'écoute. Il réclamait donc une attention constante. Shackleton parlait davantage avec lui qu'avec les autres et l'invitait dans sa tente. S'il soupçonnait d'autres hommes du groupe d'être mécontents sans le dire ouvertement, il les répartissait dans différentes tentes pour diluer leur mauvaise influence potentielle sur les autres.
À mesure que l'hiver passait, Shackleton se montrait de plus en plus attentif à ses hommes. À certains moments, il identifiait très bien leur lassitude à leur posture et au mutisme dans lequel ils s'enfonçaient peu à peu. Alors il organisait des événements sportifs sur la glace durant les jours sans soleil et des loisirs le soir, musique, blagues, contes, etc. Chaque jour férié était soigneusement respecté et Shackleton préparait une grande fête pour ses hommes. Les journées de dérive interminables étaient jalonnées de points forts, d'événements marquants, et Shackleton se mit à observer quelque chose de remarquable. Ces hommes respiraient la gaieté et semblaient même apprécier les difficultés de vivre sur une banquise en dérive. Plus tard, lorsque la banquise sur laquelle ils campaient se fut réduite comme peau de chagrin, ce qui devenait très dangereux, Shackleton ordonna à ses hommes de monter sur les 3 petits canots de sauvetage récupérés sur l'Endurance. Il fallait rejoindre la terre ferme. Shackleton regroupa les 3 canots et, bravant les eaux agitées, l'équipage réussit à accoster sur une petite plage de l'île de l'Éléphant, une île montagneuse située au sud-ouest de l'Antarctique. Toutefois, après avoir fait rapidement le tour de l'île, Shackleton se rendit compte que les conditions qu'elle offrait étaient, à certains égards, pires que sur la banquise. Le temps jouait contre eux. Le jour même, Shackleton demanda à ses hommes de préparer un bateau pour une tentative hautement risquée. Atteindre la bande de terre la plus accessible et la plus habitée de la région, l'île de Géorgie du Sud, à 800 milles, plus de 1400 kilomètres au nord-est. Ses chances de réussite étaient maigres. Mais de toute façon, ces hommes ne pourraient pas survivre longtemps sur l'île de l'Éléphant, très exposée aux assauts de l'océan et où les animaux à chasser étaient peu nombreux. Shackleton devait choisir très soigneusement les 5 hommes qui allaient l'accompagner dans cette expédition périlleuse. Il fit notamment un choix très étrange, celui de Harry McNish. Ce dernier était charpentier sur l'Endurance et le membre le plus âgé de l'équipage, 57 ans. Il pouvait se montrer ronchon et rechignait souvent aux tâches à accomplir. Même s'il allait certainement poser des problèmes durant le voyage, vu les difficultés et la promiscuité qui les attendaient, Shackleton avait trop peur de le laisser sur l'île avec les autres. Il lui confia donc la mission d'aménager la barque pour l'expédition, ce qui lui permettrait de se sentir personnellement responsable de la sécurité de l'embarcation et d'avoir l'esprit constamment occupé par la nécessité de maintenir sa navigabilité. À un moment donné, au cours du voyage, Shackleton vit le moral de McNish baisser, et soudain le vit cesser de ramer. Il sentit aussitôt le danger. S'il lui criait dessus ou lui ordonnait de reprendre les rames, celui-ci risquait de se rebeller davantage, et avec si peu d'hommes entassés dans une si petite embarcation pendant de si longues semaines, sans réserve de nourriture suffisante, les choses pouvaient très mal tourner. Improvisant, Shackleton stoppa la barque et ordonna qu'on fasse bouillir du lait. Il ajouta que tout le monde commençait à être fatigué, y compris lui, et qu'ils avaient besoin de se changer les idées. Il épargna ainsi à McNish la gêne d'être stigmatisé, et pendant tout le reste du voyage, Shackleton répéta son stratagème aussi souvent que nécessaire. À quelques kilomètres de leur destination, une tempête éclata soudain et les fit reculer. En cherchant désespérément un autre moyen d'aborder l'île, ils virent un petit oiseau tournoyer au-dessus de leur tête et tenter de se poser sur leur bateau. Shackleton s'efforça de garder son sang-froid habituel, mais il le perdit brusquement. Debout, il se mit à brandir rageusement son poing en direction du volatile et à lui lancer des jurons. Puis, presque aussitôt, il se sentit terriblement gêné et se rassit. Pendant 15 mois, il avait contrôlé toutes ses frustrations pour le bien de son équipage et permettre à ses hommes de garder le moral. Il avait donné l'exemple. Ce n'était pas le moment de flancher. Quelques minutes plus tard, il se moqua de lui-même et se jura de ne plus jamais se donner ainsi en spectacle, quelle que fût la pression. Au terme d'un voyage qui s'était déroulé dans les pires conditions qu'on ait pu imaginer, sur un océan régulièrement déchaîné, le minuscule bateau finit par arriver sur l'île de la Géorgie du Sud, et quelques mois plus tard, avec l'aide des baleiniers qui y travaillaient, tous les hommes restés sur l'île de l'Éléphant purent être sauvés. Un miracle. Étant donné le climat, la physionomie du terrain,
les minuscules embarcations et les maigres ressources alimentaires dont il disposait, ce fut l'un des témoignages de survie les plus remarquables de l'histoire. La rumeur selon laquelle Shackleton avait joué un rôle de leader essentiel se répandit lentement. Comme le résuma plus tard l'explorateur et alpiniste néo-zélandais Sir Edmund Hillary. Pour diriger une expédition scientifique, donnez-moi Scott. Pour un voyage rapide et efficace, donnez-moi Amundsen. Mais quand vous êtes dans une situation désespérée et qu'il ne semble y avoir aucune issue possible, agenouillez-vous et priez pour qu'on vous envoie Shackleton. Interprétation. Lorsque Shackleton s'est retrouvé responsable de tant d'hommes dans des circonstances si désespérées, il a compris ce qui ferait la différence entre la vie et la mort, leur attitude. Ce n'est pas quelque chose de visible. C'est rarement abordé ou analysé dans les livres. Il n'existe pas de manuel pédagogique sur le sujet. Et pourtant, c'était le facteur le plus important de tous. Une légère baisse de morale, quelques fissures dans la cohésion du groupe, et il serait devenu trop difficile de prendre les bonnes décisions sous de telles contraintes. Tenter de se libérer des glaces avec l'impatience et la pression d'un équipage aurait certainement mené tout le monde à la mort. Shackleton était rappelé à la condition la plus élémentaire, la plus primitive de l'animal humain, un groupe en danger avec des membres qui dépendaient les uns des autres pour survivre. C'était précisément dans des conditions similaires que nos ancêtres les plus éloignés avaient développé leurs compétences sociales, cette capacité inouïe de l'être humain à deviner les humeurs et les pensées de ses semblables et à coopérer. Et durant les mois privés de soleil sur la banquise, Shackleton lui-même a redécouvert cette faculté d'empathie ancestrale que nous possédons tous sans forcément l'utiliser. Il n'avait pas le choix. La manière dont Shackleton s'y est pris pour accomplir cet exploit devrait nous servir de modèle. D'abord, il a compris le rôle essentiel que sa propre attitude pouvait jouer. C'est le leader qui transmet au groupe son état d'esprit. Cela se passe largement au niveau non verbal, ceux qui l'entouraient percevant son langage corporel et le ton de sa voix. Shackleton s'est donné une attitude de confiance totale et d'optimisme et a observé son influence sur ses hommes. Ensuite, il a dû répartir son attention le plus équitablement possible entre les différents membres du groupe. Il surveillait la fréquence des discussions pendant les repas et des jurons pendant l'accomplissement des corvées journalières. Il voyait avec quelle rapidité le moral de l'équipage remontait dès que les moments de divertissement commençaient. Il devinait l'état émotionnel de chaque individu au ton de sa voix, à la vitesse à laquelle il mangeait, à la lenteur avec laquelle il se levait le matin. S'il observait une humeur particulière chez l'un de ses hommes tel ou tel jour, il essayait d'anticiper ce qu'il pourrait bien lui donner à faire en se mettant à sa place. Il recherchait le moindre signe de frustration ou d'insécurité intérieure dans ses paroles et dans ses gestes. Il devait les traiter tous différemment, selon la personnalité de chacun. Il devait aussi réajuster constamment ses lectures de leurs émotions, car leurs humeurs variaient rapidement. Enfin, dès qu'il avait détecté une baisse de morale ou une attitude négative, il devait procéder avec tact. Les réprimander aurait simplement contribué à ce qu'ils se sentent honteux et mis à l'écart, et l'effet aurait été contagieux. Il était préférable de les inciter à parler, de se mettre à leur place et de trouver des moyens indirects, soit de leur remonter le moral, soit de les isoler sans qu'ils s'en aperçoivent. Avec la pratique, Shackleton se vit faire d'énormes progrès dans ce domaine. D'un seul regard le matin, il était quasiment capable d'anticiper les comportements de ses hommes au cours de la journée. D'ailleurs, certains pensaient qu'il était médium. Quelle leçon tirer de cet exemple? Que ce qui nous pousse à développer notre pouvoir d'empathie est la nécessité. Si nous sentons que notre survie dépend de notre capacité à évaluer l'humeur et l'état d'esprit de nos congénères, nous trouverons l'attention nécessaire et exploiterons ce pouvoir. En temps normal, nous n'en éprouvons pas la nécessité. Nous nous imaginons comprendre assez bien nos interlocuteurs. La vie est parfois dure et bien d'autres tâches nous attendent. Nous sommes paresseux et préférons nous fier à nos préjugés. Pourtant, c'est bel et bien une question de vie ou de mort, et notre réussite dépend en effet du développement de notre faculté d'empathie.
Simplement, nous n'en avons pas conscience parce que nous ne voyons pas le lien entre les problèmes que nous rencontrons dans l'existence et notre tendance à mal interpréter les humeurs et les intentions de nos interlocuteurs. Résultat, nous ratons sans cesse des opportunités. À cet égard, la première étape est la plus importante. Il s'agit de réaliser que vous possédez un outil social remarquable que vous n'exploitez pas. Et le meilleur moyen de le découvrir est de le tester. Cessez votre monologue intérieur continuel et prêtez davantage attention aux gens qui vous entourent. Connectez-vous aux humeurs changeantes des individus et des groupes. Essayez de deviner la psychologie de chaque personne et ce qui la motive. De voir les choses de son point de vue, de pénétrer dans son monde et son système de valeurs. Vous découvrirez soudain un univers entier de comportements non-verbaux dont vous ignoriez l'existence. Comme si vos yeux pouvaient désormais voir les ultraviolets. Une fois que vous sentirez ce pouvoir, vous ressentirez son importance. Et cela vous ouvrira de nouvelles possibilités sociales. Je ne demande pas à une personne blessée comment elle se sent. Je deviens moi-même cette personne blessée. Walt Whitman.